Là, nous sommes dans un troisième temps, donc qui est le temps des pitchs et la découverte des plateformes. Donc, une partie des personnes sont parties découvrir les plateformes de l'autre côté de la salle, du bâtiment. Et on a un message qu'on a reçu du ministère, du secrétariat d'État des technologies de l'information et de la communication, du numérique globalement. En fait, il est vraiment à Lyon, donc aux interconnectés avec quelques élus d'ailleurs de notre territoire. Donc il s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être là. Et il voulait quand même faire passer le message que le ministère... Et en plus, il vient souvent en région Hauts-de-France. Donc pour un problème d'équilibre territorial, il pouvait que diffuser un message vidéo. Mais en tout cas, on le remercie. Je sais que ça a été compliqué. Ça a été pris hier soir très tard et ça a été envoyé ce matin. Donc, par rapport au pitch, on va lancer les pitchs. Donc, ce sont des pitchs de start-up qui sont dans la région, qui sont adhérents du CITC ou non. Donc, ceux qui ne sont pas adhérents, je les invite à adhérer au CITC rapidement. Voilà, et qui sont dans la région. Et d'autres qui ne sont pas du tout dans la région. Donc, c'est aussi intéressant parce que le CITC, on a des adhérents qui sont extérieurs à la région. Je pense à Steamshop, donc Influvisio, qui est une nouvelle start-up que j'ai eu l'occasion de découvrir au travers de cet appel à projet, donc, dont je connais un peu le patron qui a déjà créé pas mal de startups, donc qui va nous faire découvrir cette nouvelle structure. Expédigit, donc une société régionale, une start-up régionale également très intéressante et qui travaille beaucoup dans le secteur de l'industrie. Le campus des arts et métiers, donc va vous expliquer un peu ce qu'ils font en mode pitch, donc ça va être assez rapide. Et le CITC, c'est la minute, on s'est mis à la fin, donc comme ça vous pouvez partir tranquillement, même s'il n'y a personne, c'est pas un souci. Mais voilà, en tout cas, l'important c'est surtout de pouvoir écouter les trois premiers intervenants, Steamshop, Influvisio et Expédigit. Donc je vais inviter Steamshop. Qui est un des spécialistes de l'ultrason, avec qui on a eu pas mal de collaborations déjà depuis quelques années sur d'autres secteurs d'activité. Vous allez passer plutôt là-bas. Voilà. Merci, bonsoir. Donc, je suis Dominique Palacci, le CEO de Steamshop. Je pourrais vous demander un petit peu d'aide à un moment. J'ai une petite démonstration. Donc, Alors, notre métier à nous, c'est de favoriser tout ce qui est interaction mobile. Et pour ça, on a développé une nouvelle technologie à base de signaux ultrasons. Donc, c'est une onde sonore. Et on a beaucoup travaillé pendant 2 ans pour que cette onde puisse passer par la plupart des haut-parleurs et être captée par tous les micros. Au départ, pour faire de l'interaction et de la détection de présence dans les magasins. Et puis, on s'est aperçu qu'on pouvait faire aussi du transfert de données. Et que donc, on intéressait beaucoup tout ce qui est ce qu'on appelle les industries en milieu contraint, donc qui n'ont plus possibilité d'utiliser le Wi-Fi, soit parce que ça ne marche pas, ou parce que c'est dangereux, ou pas assez sécurisé. Alors, je vais vous demander un petit effort de vous mettre dans la peau d'un responsable de la maintenance de la centrale nucléaire de Gravelines. C'est un cas réel qu'on a résolu. Il a en fait, au moment du rechargement des combustibles, un opérateur qui est sur la plateforme en bas, un autre qui est sur son ponton en haut, et ils doivent aller chercher les barres et les mettre au bon endroit, tant qu'à faire. Et la problématique, c'est que ils peuvent pas utiliser d'ondes radio parce que c'est d'abord très humide et ensuite ça peut créer des arcs et faire des explosions. Et ils préfèrent aussi que la communication reste confinée dans le lieu. Donc jusqu'à présent, ils montaient, ils descendaient, ils écrivaient sur des bouts de papier pour faire avancer la procédure. Donc c'était assez long, ce qui fait qu'ils étaient, ils restaient plus longtemps sur place, ce qui n'est pas très bon pour la santé non plus. Et puis il y avait 2 feuilles qui s'étaient collées, donc ça avait posé des problèmes de suivi de traçabilité de la procédure. Donc ils cherchaient une solution, voir comment pouvoir communiquer sans fil, puisque là il n'était pas question de câbler tout ça. Alors on a fait des tests, on a vu que notre ultrason était très efficace, surtout en milieu humide, ça va même plus vite que quand il y a moins d'humidité dans l'air. Et on leur a bâti un dispositif spécifique. Donc vous voyez sur le ponton, ils ont un clavier à demeure qui est équipé d'un haut-parleur et d'un micro et qui va transmettre ce que la personne est en train de taper. Et sur la plateforme en bas, c'est une mallette qui va pouvoir ressortir de façon à ce qu'on récupère les données qui ont été saisies. Comme ça, on a une traçabilité de ce qui s'est passé.
Et s'il y a une erreur ou quelque chose qu'on veut vérifier, on peut revenir en arrière. Et c'est beaucoup plus sécurisé que ce qu'on faisait avant. Alors, comme vous n'êtes pas obligé de me croire, j'ai prévu une petite démonstration et je vais vous demander votre aide. Si vous pouvez me tenir le smartphone. Donc, vous allez voir que ça passe par n'importe quel haut-parleur. En l'occurrence, c'est ma tablette qui va envoyer un message au smartphone. Hop, voilà. J'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose de là-haut, parce que sinon on vous racontera. Hop. Voilà, donc, ici je vais taper un texte. Alors aujourd'hui, je pense que c'était bien de faire un hommage à notre Johnny national. Et si on se met en écoute, je transfère, et ça arrive ici, vous pouvez montrer à l'autre côté. Et ça, c'est envoyé donc par le petit haut-parleur qui est ici, de ma tablette. Et c'est le dépôt de mon smartphone qui est là, qui est reçu. Donc si on peut aller jusqu'à 15-20 mètres à peu près avec des matériels aussi simples que ça. Et dès qu'on met un petit ampli, ou même avec des tructeurs, on arrive à faire des choses pas mal. Et si on passe par une sonorisation, donc ce qu'on a aujourd'hui, je peux y ramener la scène très facilement avec des signaux et faire apparaître des choses sur votre smartphone. Si vous avez l'applicatif. Vous voyez, c'est très universel, c'est très souple. Et surtout pour ces milieux contraints, c'est quand même très très utile. On a donc trouvé cette solution qui permet de communiquer sans fil là où ce n'était pas possible avant. Donc on amène un vrai service dans l'industrie. D'abord parce que ça donne plus de sécurité pour les personnels, ils ont moins de temps à passer en maintenance, on a plus de productivité et on a aussi plus de fiabilité parce qu'on a un brevet sur ce signal qui le rend assez unique par rapport à la dizaine de sociétés qui font de la communication ultrason dans le monde. Notre technologie permet de faire ce qu'on appelle du multisignal, du multiplexage. Donc on est capable d'envoyer plusieurs signaux en même temps, de s'adresser à différentes cibles ou à un groupe, et surtout de mélanger les signaux en même temps qu'on saura traiter différemment, ce que ne vont pas pouvoir faire les autres technologies, puisque les autres vont plutôt faire ce qu'on appelle du morse, donc de l'intensité, un très court, un très long. Dès qu'on en met 2 ou 3, ça se mélange et on ne les retrouve plus. Nous, c'est des chirps, c'est des petites modulations, et ça rend la technologie extrêmement robuste par rapport à ce type de communication. Donc dans l'industrie, on est très utile partout où il y a des environnements explosifs, ce qu'on appelle les normatex, puisque les ondes radio sont en général très réglementées parce qu'elles peuvent créer des arcs. Dans tout ce qui est les zones électrosensibles, donc dès qu'il y a du matériel qui peut être perturbé par les ondes radio, on peut plus utiliser le Wi-Fi ou le Bluetooth. L'ultrason, lui, fonctionne très bien. Donc si on veut transmettre de la donnée ou des mesures sans fil, c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce qu'on fait maintenant avec la centrale de Cruas pour des mesures de force qui sont envoyées à 80 mètres, alors qu'avant, il fallait qu'ils câblent. Et puis, tout ce qui est contrainte sécuritaire forte, puisque l'onde sonore a la particularité de rester confinée dans le lieu. Donc, on va être en local, on ne va pas pouvoir être capté de l'extérieur. Et il faut être vraiment sur place. Et le signal est déjà une modulation. Donc, si on l'envoie crypté et qu'on le redécrypte à la sortie, on a une double sécurité par rapport à la sécurité du signal. On travaille avec Worldline sur un système, aujourd'hui, c'est un système d'assistance au paiement pour les malvoyants, qui est embarqué sur les terminaux de paiement et ce qui s'affiche à l'écran est envoyé par ultrason pour être décrypté en audio pour le malvoyant. Et la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle le retrait sans carte. C'est-à-dire que vous allez arriver avec votre téléphone devant la machine de retrait, elles vont discuter en ultrason, en local, sans passer par du réseau, et l'argent va sortir, vous avez besoin de mettre une carte de crédit. Donc vous voyez qu'on a des applications qui sont vraiment très très différentes. La vision qu'on a aujourd'hui, c'est de travailler sur un connecteur qu'on veut le plus simple d'utilisation possible, qui soit universel, la techno étant déjà elle-même universelle. L'idée, c'est de trouver les bonnes connexions pour que n'importe quelle machine, on la branche, on prend ce qu'elle a à transmettre, de la donnée, du fichier, tout ce qu'elle a envie d'envoyer, et l'ultrason transcrit tout ça, et de l'autre côté, on récupère et on restitue ce qui a été envoyé de l'autre côté. Donc, ce connecteur, on est en train de travailler dessus. Je suis en phase de levée de fonds, donc s'il y a des investisseurs dans la salle, venez me voir juste après, je serai ravi de répondre à vos questions. Quelques exemples de ce qu'on peut faire, alors notamment pour la sécurité des personnels. Ça, c'est un
un projet qu'on a avec Areva pour pouvoir alerter l'opérateur en amont des mouvements que va pouvoir faire le robot. On va équiper le robot d'un petit émetteur ultrason qui va transmettre les instructions et l'opérateur va avoir un bracelet vibrant qui, en fonction des instructions, va pouvoir donner l'intensité du mouvement et prévenir l'opérateur en cas de mouvement auquel il n'aurait pas pensé et qui pourrait être dangereux. Deuxième exemple, non, il est sensible. Hein. Deuxième exemple dans les avions, dans l'avionique. En fait, c'est l'Agence spatiale européenne qui m'avait contacté et vu qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, je voyais pas très bien ce qu'on pouvait faire pour eux avec de l'ultrason. Et en fait, c'est plutôt au moment de la construction des satellites, où là, en l'occurrence, ça c'est un avion. Il y a énormément de câbles, et donc ça pèse très lourd tout ça. Et donc ils peuvent pas utiliser le sans fil parce que ça fait des interférences et ça peut perturber la façon dont l'avion est piloté. Donc avec notre système en ultrason, on est totalement inoffensif et on peut imaginer qu'on va pouvoir limiter les câblages, du coup alléger considérablement les appareils ou les satellites qui sont envoyés dans l'espace. Et ça, c'est des gains de productivité énormes. Et puis, je parlais de sécurité. Ben, on a aussi des discussions avec l'armée, Thales, Safran, notamment sur ce qu'on appelle la communication silencieuse, c'est-à-dire comment pouvoir communiquer sans ondes radio, donc sans être vu par des satellites, et en restant en champ libre et en local, et donc difficile à pirater ou à être perçu par d'autres. Donc vous voyez qu'il y a des champs assez larges d'application. Aujourd'hui, on a commencé à travailler avec le retail en faisant la détection de présence, notamment par la sonde du magasin. On a inventé des systèmes de gestion de l'attente, d'appel à un vendeur, d'information produit en magasin. Tout ça se met en place gentiment. C'est un peu long, nos amis du retail, mais stratégiquement, ils vont y venir. Et là, sur l'industrie, on a installé donc la centrale de Gravelines, la centrale de Cruas. On a un sujet avec celle de Dampierre. Ça discute avec Areva. Safran s'y intéresse. Donc, on sent que dans l'industrie, on amène vraiment un service assez crucial et que ça peut aller plus vite que ce qu'on a pu faire avec le retail jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans les exemples que je peux donner qui sont en cours de livraison, on fait un système, puisqu'on est aujourd'hui dans une université, on a fait un système pour l'université Kedge. La principale fonction de l'application de l'université va être de pouvoir checker la présence des étudiants en cours. Donc, je sais qu'ils ne vont pas nous aimer beaucoup, mais le principe, c'est d'avoir notre boîtier qui est connecté à l'emploi du temps et qui envoie le signal qui correspond à ce prof dans ce cours à ce moment-là. Et l'appli, du coup, fait un émargement en disant « oui, cet étudiant est bien en cours ». Donc, il n'y a plus à aller signer à la main et on a pu derrière ressaisir ce qui a été signé et de voir qui était absent ou pas. Donc, vous voyez qu'il y a des applications multiples. N'hésitez pas à venir me voir après si vous avez des idées. Je suis tout à fait preneur et si vous voulez qu'on travaille sur certains sujets. Je suis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires par rapport à cette présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent et donc je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Influvisio, qui fait des systèmes de vision pour l'industrie et plus particulièrement pour les systèmes de régulation, enfin qui viennent s'intégrer dans les systèmes de régulation industrielle. Donc on est une équipe de 5 personnes aujourd'hui, avec des profils complémentaires, aussi bien des gens qui ont passé quelques années, voire quelques dizaines d'années dans l'industrie, que des jeunes diplômés sur les nouvelles technologies. Donc on est une équipe de 5, donc avec en commun une culture corporate, et puis surtout une passion pour l'industrie. Donc je profite d'être là pour dire que Influvisio va recruter au premier semestre 2018 de nouvelles personnes. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce profil et que des mots comme OpenCV, TensorFlow résonnent à vos oreilles, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mon adresse email et mon numéro de téléphone à la fin. Alors, la mission qu'on s'est fixée chez Influvisio, c'est de contribuer à l'optimisation du rendement des équipements industriels. Comme par exemple ici, c'est une unité de méthanisation. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une caméra qui va observer ce qui se passe à l'intérieur de cet équipement industriel et qui va
évaluer le résultat des variations des paramètres de régulation sur ce qui se passe effectivement dans l'équipement. Donc par exemple ici, unité de méthanisation, il y a 3 grosses opérations qui sont importantes dans le déroulement du processus. C'est le chauffage, le brassage, et puis la maîtrise du débit et de la constitution du mélange. Et tout ça, il s'agit de réguler ces différents paramètres pour qu'en sortie, on ait du biogaz qui soit produit de façon optimum en associant ces différents paramètres. Donc ça, c'est un cas d'usage sur lequel on travaille actuellement, sachant que là où on a déjà fait notre première expérience et notre premier client, c'est dans le domaine agroalimentaire, donc un domaine a priori complètement différent, mais où on retrouve néanmoins les mêmes enjeux dans ce cas-là, de brassage, de chauffage, de maîtrise des intrants, tout ça pour optimiser la qualité du produit fini. Alors la solution d'Influvisio, on peut aller architecturer en trois couches principales. La première, il s'agit évidemment d'un objet connecté, donc d'un capteur vidéo qui va faire l'objet d'un brevet, qui a été effectivement mis au point et designé pour s'adapter aux conditions extrêmes qui ont été évoquées avant. Donc il va être certifié ATEX et qui intègre un certain nombre de fonctions, notamment pour mieux maîtriser les conditions de capture de l'image, puisque l'enjeu, ça va être de pouvoir capter la bonne image au bon moment en fonction du cycle d'évolution du process industriel. Et donc ça nous amène à la deuxième couche, qui va nous permettre de passer d'un flux vidéo à un flux de données, en utilisant des patterns à la fois de reconnaissance de forme, mais aussi de reconnaissance de mouvement. Et c'est là où il y a une couche d'innovation importante qui est en fait de la modélisation du processus industriel lui-même et de formalisation des connaissances du métier, donc des industriels, et avec une intégration importante de la notion de contexte. Et enfin, la troisième couche, qui là, plus classiquement implémente le paradigme de l'Internet des objets, de l'Internet des objets dans un contexte industriel. On a évoqué, je pense, plusieurs fois au cours de la journée la notion de jumeaux numériques des équipements industriels. Et là, surtout, la couche qu'on propose à ce niveau-là, c'est surtout de personnaliser en fait les analyses qui vont être faites à partir des données et des corrélations qui vont être faites entre les données qu'on a mesurées et les données de régulation industrielle qui vont être récupérées pour personnaliser l'analyse et le diagnostic qui est fait de façon personnalisée sur chaque équipement industriel. Alors l'histoire d'Influvisio, elle est très récente puisque la startup a été créée il y a 3-4 mois à peu près. Et le début de l'histoire, ça a été le fait qu'on a pu remporter, grâce à ce projet, un concours d'innovation qui a été lancé par Matra Electronics. Et donc la dotation a été une contribution des ingénieurs de Matra dans notre prototype, notamment pour tout ce qui concerne l'électronique embarquée. Et puis on a aussi pu travailler avec la plateforme de transfert techno qui s'appelle Innovaltech pour les parties mécaniques. Le fait d'être aussi très intégré dans les réseaux, notamment les réseaux French Tech que le ministre a évoqué avant, ça nous a permis de rentrer rapidement en contact aussi avec l'Alliance pour l'innovation ouverte et du coup de pouvoir bénéficier du support du bureau CMS Francis Lefebvre pour toutes les questions juridiques, ce qui est très important quand une très jeune start-up comme la nôtre travaille notamment avec des grands groupes qui ont vocation à devenir nos clients. La timeline d'Influvisio, donc elle vient tout juste d'être créée. Cela dit, on a déjà réalisé un premier contrat à hauteur d'1,2 million d'euros
donc dans le secteur de l'agroalimentaire. L'ambition pour l'année prochaine, eh bien, c'est de trouver des nouveaux clients dans d'autres secteurs d'activité, donc l'énergie, vous l'avez compris, mais aussi la chimie, où nos technologies pourraient parfaitement s'appliquer. Et donc de réaliser un chiffre d'affaires substantiel avec l'objectif de lever une levée de fonds, d'aller vers une levée de fonds qui nous permette d'adresser le marché de l'industrie 4.0 au niveau global. Voilà, je vous remercie. Bien sûr, s'il y a des questions, je serai content d'échanger avec vous. Merci bien. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benoît. J'ai fondé XPdigit il y a 3 ans maintenant avec un associé. On est 9 collaborateurs basés à Lille et à Rennes. Et chez XPdigit, on est convaincu que de manière générale, ça ne devrait pas être les gens qui aient à chercher pour l'information dont ils ont besoin. On aimerait que ce soit cette information qui puisse venir de manière intelligente aux gens. On a tous conscience de notre environnement et ce qu'on aimerait, c'est que notre environnement ait un petit peu conscience de nous. Et en fait, on développe des solutions qui permettent de connecter les gens et les lieux et on fait parler les objets. Alors, faire parler les objets, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que on va travailler. Ça marche comment ? Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. On va travailler sur des technologies permettant de localiser et géolocaliser les gens. Donc, on va travailler sur des technos qui sont très variés, qui vont de la moins précise, le GPS par exemple, au plus précis, comme les champs de communication proches et le NFC. Et en fait, pour la petite histoire, je vous montre cette slide parce que quand on a créé la boîte, on était spécialisé dans le tourisme. Donc en gros, on faisait des visites connectées dans les musées. On faisait parler les tableaux. Imaginez que vous visitez un musée et en fait, le tableau interagit avec vous pour se présenter. Et en 2015, on a tenté un pari qui était de transposer notre technologie dans le monde de la maintenance industrielle. Et en fait, on a répondu à un concours d'innovation organisé par Enedis, qu'on a remporté et depuis, on développe plusieurs solutions de smart industry avec eux. Et une de ces solutions s'appelle KeepSafe, qui est une solution de balisage connecté pour les chantiers de maintenance. Donc, on est parti d'un constat. Merci. On est parti d'un constat, c'est qu'il y avait un nombre non négligeable d'accidents graves, voire mortels, sur les chantiers de maintenance industrielle, et bien qu'il y avait pas ou peu de solutions pour essayer de prévenir du danger ou en tout cas pour améliorer les conditions de sécurité sur les chantiers de maintenance. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais qu'elles pouvaient être améliorées. Et du coup, l'idée qu'on a eue, je vous ai dit, on fait parler les objets, ce serait génial de faire parler un chantier. En gros, imaginez un chantier qui, quand il y a des ouvriers qui évoluent dessus, disent spontanément « Attention, va pas par là, tu vas te brûler » ou « Attention, va pas par là, tu vas tomber ». Et c'est en partant de cette idée qu'on a conçu KeepSafe, qui est donc un système de balisage connecté et intelligent qui prend deux formes. Il y a une partie objet connecté, une partie petite balise, petits objets qu'on va venir positionner. On voit pas très bien, mais qu'on va venir positionner en complément du balisage physique sur les chantiers. Donc sur des chantiers, on a l'habitude de voir des cônes, on a l'habitude de voir des chaînettes, des poteaux, des filets. Et nous, on va venir placer des petits boîtiers qui vont nous permettre de virtualiser les zones de danger. Et puis, donc ça, on a une outil. Non, on peut rester dessus, pardon. On a une application mobile qui permet aux techniciens de configurer tout ça, et on va venir placer des petits récepteurs sur les ouvriers qui évoluent sur le chantier. Et l'objectif, en fait, c'est de les prévenir à l'approche ou à l'entrée dans une zone de danger. Imaginez, attention, ne touche pas à la machine, tu vas t'électrocuter. C'est typiquement le cas qu'on traite avec Enedis. On vient virtualiser les zones et les machines qui sont encore sous tension sur les chantiers, et on vient avertir les techniciens à l'approche. Alors on avertit le technicien, on avertit les collaborateurs, on est capable de faire de la prévention des accidents. Alors, merci. Sur l'intérêt de la solution qu'on développe, de KeepSafe, il y en a plusieurs en fait. C'est que par rapport à certaines solutions qui peuvent exister sur le marché, de micro-localisation ou de positionnement indoor, on va travailler sur un système qui est le plus plug and play et le plus nomade possible. En fait, on configure plus de 100 mètres de balisage, donc on vient définir plus de 100 mètres de zone de danger,
en quelques minutes. Donc ça s'installe très très rapidement sur tout type de chantier. On obtient une précision qui est inférieure au mètre, une réactivité qui est inférieure à la seconde, donc on est capable de détecter tout type de déplacement, et on est complètement nomade, c'est-à-dire qu'on va fonctionner sur batterie intégralement pour pouvoir être installé partout, et on est complètement autonome en termes de connectivité réseau. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on n'utilise pas le GPS, on n'utilise pas le réseau cellulaire, on n'utilise pas le Wi-Fi, uniquement un réseau de communication local qui nous permet d'avoir le degré de précision et surtout d'être complètement adaptable à tout type de situation. Via l'outil et un système de diagnostic, on vient en plus mesurer et contrôler l'intégrité du balisage physique existant. C'est un enjeu majeur. Hein. Une barrière, ça va prévenir 99% des accidents, sauf que ça peut arriver que la barrière elle soit renversée, elle soit abîmée. Le système va également permettre de détecter donc, cette intégrité, les dommages éventuellement apportés au balisage pour prévenir les responsables de sécurité. Alors aujourd'hui, c'est un dispositif qui est co-développé avec Enedis, qui fait l'objet, donc il y a un dépôt j'ai mis en cours, mais c'est pas à jour. Il y a un brevet qui a été déposé avec Enedis sur la technologie et sur le process de configuration. Et on travaille à l'heure actuelle. Donc l'objectif pour nous, c'est la commercialisation au premier semestre de l'année prochaine. Donc on va avoir l'occasion on a également la chance de participer au CES cette année pour aller présenter la technologie au travers du partenariat avec Enedis. Mais nous recherchons principalement nos autres early adopters, puisqu'on a déjà contractualisé avec Enedis, dans tout type de secteur, si on peut passer, dans tout type de secteur, puisqu'on est sur un système qui est vraiment plug and play et complètement nomade et qu'on peut utiliser partout. Typiquement sur un chantier BTP, ça va être extrêmement simple et rapide de venir configurer, de virtualiser les zones de danger et d'équiper certains des compagnons pour les prévenir d'un danger imminent. On est parfaitement adapté aux chantiers qui sont mobiles. Donc imaginons les interventions aux abords des voies ferrées ou sur les axes autoroutiers. On va avoir cette possibilité de modéliser des zones de danger qui sont mobiles et de prévenir en temps réel et en continu les collaborateurs qui sont sur le chantier. Voilà, globalement, notre ambition, c'était celle-ci, de mettre la technologie et l'innovation au service de la sécurité, aussi bien sur les chantiers qu'après, puisque je ne l'ai pas mentionné jusque-là, mais tout ce qui se passe sur un chantier peut être monitoré et on va être capable de faire du reporting aux responsables sécurité et aux responsables de travaux pour mesurer la performance du balisage, le respect des consignes de sécurité des collaborateurs. Et on est vraiment dans cette logique d'amélioration sur site et en continu, donc amélioration continue de la sécurité. Merci à vous. Merci. Je vais peut-être passer la parole à la salle s'il y a des questions particulières sur les 3 projets qu'on vient d'avoir. Toujours la première qui est compliquée, donc... Pas de questions? Ah. Allez-y. Vous verrez, ça va débloquer. Oui, bonjour, Amit Smeyi, Expert Tech. La question s'adresse par rapport à la solution de ultrasons. Vous avez parlé de sécurité, mais est-ce que c'est quelque chose qui est sécurisé même dans l'enceinte de l'environnement où on est? C'est-à-dire, si effectivement il y a 2 personnes qui discutent, est-ce que la troisième avec l'application peut recevoir où il y a des systèmes d'authentification supplémentaires? Alors, c'est un système d'identification on donne un identifiant à chacun et donc soit on communique à un groupe et là tout le monde peut recevoir un message. Par exemple, une sonosécurité qui va envoyer une alerte à tous les opérateurs présents dans tout le bâtiment, parce que la sonosécurité, elle est partout. Et sinon, cette même sonosécurité, elle peut envoyer un message à une équipe ou à une personne en particulier, parce que chacun va avoir son identifiant et son adresse IP quelque part, qui va être transmise par ultrason et qui va transmettre le message. Donc oui, c'est tout à fait possible d'identifier des personnes en particulier, et surtout de pouvoir communiquer à différents stades en même temps. Et ça, dans les situations d'alerte, ça peut être intéressant. Avec aussi la particularité que l'onde sonore est totalement inoffensive, donc on ne rajoute pas de l'onde radio sur de l'onde radio.
Et ça, les CHSCT, ils aiment bien en général. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment vous pouvez détecter qu'une installation est toujours sous tension avec un système justement qui ne nécessite pas de connectivité, qu'on vient poser un peu aléatoirement? Alors, on ne pose pas aléatoirement, mais alors nous, on ne va pas détecter si la machine est sous tension, ou on ne va pas détecter le vide si on est sur un chantier BTP. On va permettre de virtualiser, ou en tout cas de marquer des dangers qui sont connus. Globalement, nous, les cas d'usage qu'on a déjà eu à traiter, ce sont des chantiers sur lesquels les plans d'intervention sont conformes, le balisage est conforme, et pourtant il y a des accidents. Principalement causés par de la méconnaissance des dangers par les collaborateurs, par de l'insouciance ou par de la confusion, c'est-à-dire que un jour on n'est pas fait comme un autre et puis c'est là que l'accident se produit. Nous, on vient en redondance du balisage physique. C'est-à-dire que comme globalement, la machine qui est sous tension, on la connaît, on va mettre un cordon de sécurité par exemple autour, mais pourtant, il se produit quand même des accidents. Donc on va venir mettre de la virtualisation des objets connectés et on va déclencher des alertes complémentaires. En fait, on va rendre le balisage communicant. C'est comme si voilà, vous enjambez une barrière, à l'heure actuelle vous l'enjambez, là l'objectif c'est qu'en plus la barrière vous dise « Eh oh, t'as pas le droit de m'enjamber ». C'est vraiment cette idée-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La dernière? Non? Vraiment la dernière des dernières? Ok. Merci en tout cas. Merci à vous trois. Monsieur Gibaru, du campus des arts et métiers. Et puis on va la faire avec le CITC, vu qu'on est partenaire et qu'on fait plein de choses ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste un petit dernier mot. Ça va être un pitch en moins d'1 minute. Voilà. Très bien. Bien, donc, je voulais remercier le CITC d'avoir organisé l'IoT Week ici, à l'ENSAM. Donc, en fait, avec Shekib, on travaille depuis 2007, je crois. Ça va faire 10 ans, en fait, qu'on a engagé cette dynamique autour de, finalement, l'industrie du futur, pour dire ça clairement. Voilà, c'est comme Monsieur Jourdain. Donc en fait, on a eu la chance de pouvoir présenter toute la dynamique qu'on avait autour de la robotique. Alors on a une présentation sur le projet européen qu'on coordonne, qui s'appelle Callrobot, et il est présenté dans l'atelier. Donc si vous y allez, on va y aller après, je crois. Voilà, 30 secondes. Donc en fait, c'est sur l'utilisation des robots collaboratifs dans les entreprises pour des tâches à faible valeur ajoutée. Voilà, donc ça c'est un peu le but. Alors ce qu'on cherche nous aujourd'hui, c'est de connecter tous ces robots entre eux avec les systèmes opérationnels, donc plus haut niveau. Et si aujourd'hui tous les aspects d'outils communicants sont extrêmement intéressants pour mener à bien ces tâches. Donc on est à la recherche de partenaires intéressés pour développer avec nous un démonstrateur à l'échelle industrielle, finalement pour l'ensemble de la région, la communauté régionale, autour de ces thématiques, pour mettre l'ensemble des acteurs économiques ancrer les acteurs économiques sur l'industrie du futur, et que ce soit du concret, pragmatique. Voilà. Merci Olivier. En tout cas, on va essayer d'allumer le feu. C'est la journée. J'y ai réfléchi là. Je peux te dire, j'y ai pris toute la journée. Je vous l'ai fait à la fin. Je n'ai pas voulu commencer par le début, vu que. Et puis moi surtout, je vais vous inviter à aller visiter la plateforme en face. Donc on va tous y aller et on va traverser. On va aller à l'atelier pour terminer et conclure cette journée. Merci.